Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous amène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre en Vallée d'Aspe, sur la commune de Borse, pour rencontrer Marion Ossiniri, bergère en estive. Bergère en estive, ça signifie qu'à l'approche des beaux jours, elle fait la transhumance et monte avec ses 400 brebis et sa famille dans les montagnes pour offrir à son troupeau la meilleure herbe possible. C'était une expérience incroyable que de rejoindre Marion dans sa montagne. Après 1 heure de randonnée, je suis arrivée dans un décor digne d'une pub Milka. Je vous laisse visualiser. Des montagnes magnifiques, des vaches avec des cloches qui tintent et la famille de Marion qui travaille, les uns à faire la traite des brebis, les autres au fromage. Marion respire la sérénité et le bonheur. Elle nous raconte sa vie dans la montagne et son quotidien si éloigné de celui de bon nombre d'entre nous. Elle ne s'en rend pas compte, mais son mode de vie suscite l'admiration. La mienne en tout cas. J'ai été impressionnée par la simplicité de leur mode de vie qui suffit à les rendre heureux et par leur force de travail. Ils traient notamment 400 brebis à la main, matin et soir. Mais pour Marion, vous le verrez, tout lui semble normal. Bonne écoute. Bonjour Marion. Bonjour Louise. Est-ce que tu pourrais pour commencer nous expliquer qui tu es et où c'est qu'on est actuellement ? Alors, je suis Marion Ossiniri, bergère en Vallée d'Aspe, dans les Pyrénées-Atlantiques, plutôt côté ouest. Et c'est une petite vallée de montagne. Et on est à 2 pas de l'Espagne. Voilà, vraiment, juste à la crête au-dessus de nous, là, c'est l'Espagne. D'accord. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de devenir bergère ? Le déclic, ça a été la rencontre avec Manu, qui est berger lui depuis toujours, depuis tout petit. Et voilà, c'est ça qui a fait que j'ai appris le métier de bergère. Et ça fait il y a combien de temps ça ? Donc là, lui, ça fait un peu plus de 20 ans que je le connais. Donc j'ai appris à ce moment-là, petit à petit, j'ai pris un peu plus de tâches. Et ça fait 10 ans que je suis installée, depuis 2010, où vraiment je fais ce métier à 100%. Et ça t'a pas posé de questions parce que peut-être, je sais pas quoi, t'étais prédestinée avant, mais c'était un choix de vie un peu radical, non ? Un changement peut-être ? Oui, après ça s'est fait progressivement. Je faisais un autre métier, donc j'étais formée plutôt pour faire du développement local, quand même spécialisée en montagne, mais pour travailler plutôt en communauté de communes, dans les structures de développement, en quelque sorte, pour promouvoir des projets d'installation, de création d'activités en zone rurale montagnarde, mais pas du tout pour être formée pour être bergère, quand même. Et ça n'a pas été trop difficile le démarrage ? Oui, il y a quand même des moments un peu durs, un peu difficiles, un peu de doute aussi, parce qu'il fallait tout apprendre un peu sur le tas, et des fois toute seule, des fois il y a eu des moments de galère un peu, mais bon, quand on réussit, quand on arrive au bout, je pense toujours à des fois où je me suis retrouvée toute seule à traire les vaches quand on n'a jamais fait ça. Ça fait Tu t'en mets partout. On se fait le défi. Non, c'est bon, je vais y arriver. C'est bon, t'inquiète pas, je m'occupe des vaches, voilà. Et on se retrouve avec de la merde à la tête aux pieds. C'est pas forcément les toutes premières fois, mais et on se retrouve là à galérer, le pot à traire qui marche pas, tout qui tombe par terre, la vache qui veut pas qu'on l'accroche, et il faut que j'aille chercher Manu, et voilà, ou des fois où on est pressé et puis il faut réessayer 3 fois de rebrancher la même vache qui veut pas et on comprend pas pourquoi, et voilà. Mais des fois il y a un moment de doute, ou des fois il faut aller chercher des brebis, là on est en pleine montagne, donc toute la partie d'été c'est ça, où des fois il y a la brume et il faut aller chercher le troupeau, et Manu m'a dit va chercher les brebis qui sont là, et il faut les ramener, quoi, et voilà, c'est le défi un peu. Il y a la brume et voilà, on galère, puis on arrive à les trouver, on les ramène, et voilà, quand même ces petites fiertés, petites réussites qui font que bon, allez, c'est bon, on s'accroche. Et est-ce que tu pourrais nous décrire votre exploitation aujourd'hui ? Combien de bêtes vous avez ? Alors on a des brebis basco-bernaises, on a un troupeau à peu près de 400 brebis, 350 laitières mères, et après le renouvellement des agnelles. Et après on a des vaches laitières aussi, donc 25 vaches en tout,
Et on a 12 laitières à peu près, après des génisses, des velles, et puis des brebis, des vaches taries qui donnent pas cette année. Taries, ça veut dire qu'ils ont fini de produire de lait, qui produisent plus de lait. Voilà, exactement. Voilà, qui ont pas eu de veau cette année, donc qui n'ont pas de lait. Ok. Et vous gagnez votre vie en faisant du fromage, c'est ça ? Oui, ouais. On transforme tout en tome des Pyrénées. Alors, il y a une partie qu'on vend en laiterie quand même, en lait de brebis simplement, mais pour assurer la trésorerie. Donc là, juste du lait ? Juste du lait, voilà. Et après, les trois quarts de lait de brebis qu'on transforme et tout le lait de vache qu'on transforme en tome. Donc, toute l'année, on commence en décembre. Et là, on va bientôt arrêter la transformation du lait de brebis parce que c'est tarisse, c'est la fin de saison. Et on va continuer le lait de vache jusqu'à peu près octobre. Voilà, on va transformer, on va faire du pur vache après septembre, octobre. Et on peut trouver tes fromages où ? Alors, partout en France, dans les crèmeries, beaucoup. Chez les crémiers fromagers, à Paris, chez Dubois, après on trouve à Brest, à Toulouse, dans les crèmeries, à Bordeaux, et aussi en Espagne aussi, on vend chez des crémiers à Barcelone et à Murcia. Et j'ai vu que vous faisiez tout manuellement, c'est-à-dire que là j'ai eu la chance d'assister à un petit bout de la traite, parce qu'il y en a 400 à brebis à traire manuellement. Le fromage aussi c'est fait manuellement. C'était un choix ça de votre part ? Oui, alors après c'est toujours, il y a deux périodes. Notre ferme elle est un peu particulière, c'est une ferme transhumante. Hein. Je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant. Oui, vas-y, on peut y aller. Et après on repartira pas sur l'organisation, sur le manuel et sur plus tard. En fait, la logique de l'estive, c'est de libérer les prés qui sont en bas. Souvent les fermes sont pas des grosses fermes, c'est des fermes qui sont autour de entre 20 et 40 hectares en bas, donc ce sont des petites fermes de montagne. Et donc l'objectif c'est de libérer les prés en bas pour faire les fourrages pour l'hiver, commencer à faire du stock pour l'hiver. Okay. Et quand tu dis l'estive, je te coupe, c'est vraiment le fait d'être en haute montagne, de monter avec le troupeau en haut de la montagne. Ouais. Alors dans beaucoup de montagnes on appelle ça l'estive, c'est ce que les gens des Alpes appellent les alpages en fait, mais le nom courant c'est l'estive ici, on dit ça, et c'est les zones de pâturage en haute montagne. Ouais. Ok. Et donc, comme t'expliquais, ça permet de libérer les prés en bas pour faire après le fourrage etc. Ouais. Et je crois que vous montez à 2 niveaux différents, non, au fil de l'année. Tu peux nous raconter ça ? Ouais, on transhume en fait 4 fois en tout. On monte sur 2 niveaux. Donc, on monte d'abord fin mai à 1100 mètres. Donc là, c'est l'herbe est toute fraîche, l'herbe de printemps. Elles apprécient ce moment-là aussi. On change des prés d'en bas et on passe sur cette première montagne. Et début juillet, on monte à 1600 mètres. Là, l'herbe a poussé. Au fil de la saison, l'herbe a poussé. Et à 1600 mètres, on a de la bonne herbe et on récupère tous les troupeaux à ce moment-là. Et ensuite, on redescend fin septembre. Ça va commencer à sentir l'hiver. Là, déjà, septembre, ça change complètement. Tout le mois de septembre. Et fin septembre, on descend. Et on passe après le mois d'octobre sur la première montagne où on était à 1100 mètres. Et après, on redescend dans la vallée à peu près à la Toussaint. D'accord. Du coup, chez toi, c'est où ? Parce que tu as 3 lieux d'habitation, du coup, la bergerie qui est dans la vallée et le point à 1100 mètres et celui à 1600. Ouais, nous, la logique, c'est vraiment, c'est ici, quoi. C'est la partie estive haute. Pour nous, on se sent chez nous, quoi. Si on pouvait rester quelque part, ça serait ici. C'est dommage, après, c'est que 3 mois de l'année. Ouais, c'est que 3 mois de l'année. Et pour nous, c'est le cœur de notre ferme. On a tout qui est basé là-dessus, sur la partie transhumance haute, quoi, l'estive haute. Dans notre logique, c'est ça, parce qu'on aime beaucoup ici. Pour nous, c'est le meilleur fromage aussi. C'est les meilleurs moments. C'est là où les brebis sont le mieux aussi. Ça nous paraît, Et après, l'estive de printemps, c'est aussi la maison familiale de Manu. Et donc, lui, il aime beaucoup aussi l'estive de printemps d'automne, puisqu'on redescend l'automne aussi là. Donc, lui, il aime beaucoup cette partie-là aussi. Et on a de très bons fromages aussi. Ce sont des fromages d'estive, des hauts pâturages. Donc, aussi. Et voilà. Et puis, après, en bas, c'est autre chose, c'est une autre logique. C'est notre vie, c'est là où on a vie sociale aussi quelque part, parce que là on est un peu coupé du monde, on aime beaucoup, mais voilà. Et c'est aussi là où on est équipé, quoi. Est-ce qu'on parlait justement ici c'est tout manuel, à part les vaches on les traite au pot-trayeur comme partout en fait. Eux on les traite tout le temps, on traite les vaches tout le temps au pot-trayeur. Mais en bas, on est quand même sacrément bien équipé aussi. On traite avec une super machine. On se simplifie beaucoup le travail en bas.
ce qui nous permet d'avoir du temps pour autre chose, pour pas se casser non plus, parce que le travail agricole souvent fait des vilains retraités avec des dos, c'est des métiers durs. des dos coincés, des épaules usées. Là, c'est des métiers très durs, donc en bas on est quand même pas mal équipé pour éviter ça. À part le fromage, où là pour nous c'est important, on fait le fromage manuellement aussi bien l'hiver qu'ici en estive. Pourquoi c'est important pour toi ? Je trouve que le toucher, je trouve que le lait comme ça on le maltraite pas entre guillemets, hein. Je vais être un peu loin, c'est un mot un peu fort peut-être pour ça, mais en tout cas on travaille le lait délicatement, en douceur, et donc après on a des choses en cuivre qui font que aussi ça a toute une chaleur, le cuivre, tout un intérêt, Ouais. aussi pour le lait, et donc on brasse, on a un brasseur pour brasser le lait, ou on brasse à la main carrément au bras comme faisaient les anciens. On a l'impression en tout cas de respecter beaucoup le lait et les qualités du lait en faisant ça, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment sentir une différence gustative de fromage entre un qui est fait de manière tout à fait classique avec un troupeau qui reste en vallée et les fromages qui sont faits en estive ? Ouais, même nous, en fait, même nos propres troupeaux, en fait, entre le lait qu'on fait l'hiver, où les brebis sont dedans, parce que comme on est encore en zone montagne quand même, là, même dans la vallée, l'hiver est un peu rude pour les brebis, donc elles restent jusqu'à mi-mars à peu près en bergerie. Et donc entre ce lait-là, où c'est avec des fourrages, quand même on s'applique beaucoup sur l'alimentation, c'est du fourrage sec, des choses le plus naturelles possible. Donc entre ce goût-là, le goût quand le fromage quand les brebis sortent au pré, alors là aussi il y a une sacrée différence. Et après entre les deux estives aussi, quoi. Donc il y a vraiment il y a un vrai impact sur le goût du fromage. Ouais, vrai impact. Et c'est ce qu'on recherche aussi. Parce qu'une fois, j'avais eu un crémier qui était venu, qui avait dit, moi, ce qui est important pour moi, c'est que le fromage soit toujours le même goût. Je lui dis, ouais, c'est pas ici que vous allez trouver ça. Parce que nous, l'intérêt, c'est justement, on les amène au meilleur pâturage, on s'applique sur tout ça. Donc le lait, il est toujours différent, quoi. Toujours. Et donc derrière, on veut que le fromage aussi, on retrouve ça, quoi. Cette différence-là et cette richesse qu'on va chercher dans le pâturage. Ouais, d'accord. Parfait. Mais écoute, Marion, je te propose qu'on aille poursuivre à l'intérieur. J'ai 1000 questions à te poser, notamment sur comment ça se passe une transhumance, comment on la prépare, comment on marche avec 400 brebis dans la montagne. Mais je te propose qu'on continue à l'intérieur. À tout de suite. À de suite. Bon, nous voilà revenus à l'intérieur. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça se passe une transhumance ? C'est quoi une transhumance et concrètement, comment vous faites quand vous transhumez ? Ouais. Alors, chez nous, il y a plusieurs transhumances, on va dire. On les vit un peu différemment, chacune. Donc, la transhumance, c'est quand on se déplace d'un point à un autre, en fait. Nous, donc, on monte fin mai de la ferme dans la vallée à la première estive, à 1100 mètres. Et donc là, c'est l'une des plus stressantes, on va dire. Parce qu'il y a quand même tout à préparer. Ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a tout à préparer. On est en pleine lactation. Les brebis sont en pleine lactation. Ça veut dire quoi, lactation, pardon ? C'est là où elles produisent le lait. On est un peu au pic, on est au printemps, on va dire. Il y a il y a quand même pas mal de lait. Il y a beaucoup de travail, quoi. C'est là où il y a le plus d'heures de traite. Et donc, il faut à la fois jour en bas, avoir tout préparé en bas, et donc la veille encore on fait du fromage, et là le matin avant de partir on traite encore les brebis, les vaches aussi. Donc il faut penser à tout le matériel qui va servir à la traite, au fromage, il faut penser à tout amener, et puis donc en haut il faut avoir tout prêt aussi quand on arrive, à la fois les parcs pour traire, il faut monter tout le matériel, il faut avoir la fromagerie propre aussi en haut pour commencer à s'installer. Et puis il y a toute la famille, quoi, aussi. Il faut penser à tout, les habits. Parce que tu as 3 enfants. Voilà, 3 enfants. Tu peux nous rappeler l'âge qu'ils ont ? Ils sont grands. Ouais, là maintenant ils sont grands. Là, ils nous aident plus qu'une demande du travail, donc ça va. Et, ils deviennent rentables. Ouais. C'est ça. C'est des investissements sur l'avenir, c'est bon. Là, ça commence à devenir rentable. Donc 17, 14 et 12. D'accord. Voilà, il est complètement investi dans le métier, donc c'est marrant dans notre vie. Donc
Vraiment, ça se passe très bien. Et donc là, il faut préparer tout penser à les jours suivants où il faut manger en haut, il faut penser à toute la vie qu'il y a aussi en haut. Il y a le fait qu'il y a des personnes qui viennent nous aider aussi. Donc il y a le repas avant, après, il faut penser à tout ça. Voilà. C'est une fête pour vous? C'est un bon moment, le moment de Ouais, transhumer? ça reste un bon moment quand même, mais c'est quand même un stress aussi, Ouais. et voilà, beaucoup d'inquiétude. Et puis là, cette partie-là, on passe sur la route, donc on marche pendant 3-4 heures sur la route. Donc il faut faire passer les véhicules. Donc c'est 3-4 heures avec 400 brebis sur la route. Ouais, avec 400 brebis. Et donc il faut faire passer des camions, doubler les camions, croiser. Il y a beaucoup souvent des gens qui se promènent aussi. On monte souvent le samedi pour avoir les personnes qui nous aident aussi, qui travaillent pas. Donc il y a des gens qui vont se promener, qui vont en Espagne ou comme ça. Donc les gens ils s'arrêtent pour nous filmer. Voilà, donc il y a pas mal de stress parce qu'il faut faire croiser les voitures. Donc on est toujours un peu inquiet, quoi. Et puis nous on est sur la route, donc on peut vite avoir quelqu'un qui se fasse accrocher par une voiture. Bon, c'est pas forcément, ça reste une fête quand même parce qu'on aime bien, voilà, c'est des bons moments. Et puis surtout quand on monte, nous, voilà, on adore ce moment-là où on part en estive, donc ça reste vraiment une fête, quoi. Mais il y a quand même beaucoup de préparation, un peu d'inquiétude aussi autour. Ça fait combien de kilomètres en marchant, là, les 4 heures Je sais jamais exactement. Ouais, il doit y avoir 15 km pour en bas. Et après, il y a une petite route de montagne pour arriver, parce qu'on est un peu en hauteur, donc pour arriver jusqu'à chez nous. Donc il reste 1 heure après de marche aussi, où il y a 7 km là, de montée, de bonne montée, pour arriver sur l'estive, quoi, l'estive de printemps. Faut être entraîné, du coup, pour faire l'estive. Là, ouais, on se fait déjà les mollets, en général, surtout sur le goudron, là, en général, on sent bien les tibias après le soir. On sait où c'est qu'on les a. Mais bon, ça reste un bon moment. Et après, on transhume de là, on récupère juste la veille de transhumer d'une estive à l'autre, on récupère les troupeaux qu'on a en garde pour l'été. D'accord. Donc ça, c'est plutôt début juillet. Donc voilà, vous êtes resté un mois dans la première estive et après vous remontez plus haut. Et donc là, c'est pareil, il faut avoir préparé l'autre estive avant de monter. On commence à préparer tous les parcs aussi avant. Et voilà, il faut penser au repas du midi, il faut avoir tout ça. Et là, on partage les troupeaux en 3. Donc il y a les vaches, on partage les jeunes qui partent en premier avec tous les brebis taries. Donc là, il y a un premier troupeau de 400 brebis à peu près qui partent. Et après, les autres, les laitières, contre 450 brebis à peu près, notre troupeau. On part en 3 groupes, on va dire. Et là, on part par la montagne. Donc c'est plus sympa, on essaie de partir à la fraîche. Et on ne traite pas ce matin-là, on ne traite pas les brebis. Mais par contre, le soir, on essaie de traire un peu plus tôt parce que donc elles ont 2 traites dans les pies. Et donc il y a facilement 6 heures de traite le soir voilà, pour rattraper la traite du matin. Donc voilà, c'est le bon moment, mais c'est pareil, on est à fond dans le travail, quoi. Ouais. Par contre, quand on redescend, c'est beaucoup plus agréable. La transhumance de descente, on est plus zen, les brebis sont taries, donc voilà, là en général on le fait en famille, juste en famille ou avec Manu, tous les deux, on passe d'une montagne à l'autre. Ça, c'est plutôt début octobre, du coup, là, c'est ça fin septembre en général. On traîne pas trop quand même parce que ça peut vite changer en haute montagne. On peut avoir un jour le beau temps, le lendemain on se réveille, il y a la neige. Ouais. Ça arrivait il y a 2 ans, ça arrivait le 10 septembre, ça, quand on est la neige et le matin, on réveille. Ouais. Et là, les brebis n'aiment pas trop en général se réveiller dans la neige. Donc voilà, on traîne pas trop, on fait fin septembre à peu près, ça dépend un peu de tout, de la météo, de ce qui est annoncé, de l'herbe, voilà. Et donc ça, c'est le bon moment. Et après, on reste jusqu'à la Toussaint, jusqu'aux vacances à Toussaint, en haut. Et là, on transhume, mais c'est le moment aussi sympa. Là, on est parce plus que zen, du coup, vous redescendez aussi en 2 étapes. Vous passez de la haute montagne au milieu de la montagne. On profite encore un mois là, à peu près, et après on redescend. Voilà. Du coup, vous passez 6 mois en montagne, 6 mois en vallée. Voilà, exactement, ouais. Et les brebis, elles tiennent le coup de la transhumance. Ça fait beaucoup de marche pour elles aussi. C'est des animaux qui ont l'habitude. Après, c'est nous qui nous mettons à leur rythme, en fait. C'est elles qui montent à leur rythme. On fait des pauses, on fait tranquille, et voilà. Ouais. C'est nous qui nous adaptons. Elles ressentent le besoin de monter en montagne au moment de transhumer ou elles y vont en reculant? Comment ça se passe? Oui. Surtout la première transhumance, c'est assez marquant. Et entre la vallée et quand on monte en estive. Déjà, on leur met les cloches de route, on appelle, pour transhumer. Donc il y a tout un protocole, on va dire, toute une préparation. Donc la veille, on met les cloches de route aussi, on voit qu'il y a du monde, voilà, tout ça. Donc il y a une petite effervescence qu'elles ressentent vite. Et donc elles comprennent vite quand on tourne,
qu'on va pas au pré, qu'on part en montagne. Et en fait, là, plutôt on a tendance à... Il faut vraiment qu'on les freine, parce qu'alors elles partent... on entend bien sonner les cloches, quoi. Au départ, elles partent à fond. Et on est obligé de les freiner, parce que nous, on sait qu'il y a quand même pas mal de routes et qu'il faut qu'elles se ménagent pour arriver jusqu'au bout. Donc, on sent vraiment les cloches, c'est pour pas les perdre? Oui, ouais. Alors les cloches de route, c'est vraiment plutôt c'est le moment de la transhumance, c'est vraiment pour mettre en valeur le troupeau, ça fait partie de la tradition. Et après, on met des cloches pour ne pas les perdre, pour entendre le troupeau. Une fois en montagne. Voilà, une fois en montagne pour quand les jours de brume et tout ça, on apprécie beaucoup qu'il y ait les cloches. On repère à peu près où c'est qu'elles sont. Et voilà, après, il peut y avoir des petits lots ou une brebis qui se perd, et c'est bien qu'elle ait une cloche aussi, on sait où elle est. Mais comment tu fais sur 400 brebis pour savoir qu'il y en a une qui s'est perdue? Vous les comptez? Non, après on y est tout le temps, enfin quasiment tout le temps avec. On repère les bergers, ils ont l'œil. Ils savent quand il manque une brebis à la traite ou comme ça, ils savent. Elles passent 2 fois par jour à la caisse à traire, donc ils savent. Ils les reconnaissent. Donc souvent ils disent celle-là elle n'est pas passée hier soir. Ou on sait aussi quand elle boite. On sait qu'il faut faire attention aussi, quoi. Donc voilà. C'est-à-dire que Manu, ton conjoint qui fait la traite, il connaît toutes les brebis une par une. Il connaît les siennes et puis il connaît celles aussi de son beau-frère qu'on garde pour l'été, quoi. Donc c'est fou. Oui. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur la transhumance, un truc un peu rigolo ou Je sais pas. Baptiste, qu'est-ce qui t'a marqué? La transhumance, qu'est-ce qu'on a eu fait de marrant? Je demande à papa, ça il doit avoir. Lui, moi j'ai une mémoire de poisson rouge, je vous le dis. On la reposera à la question. On reposera la question après. Et pourquoi vous avez fait le choix de faire ces transhumances? Parce que finalement, il y a d'autres modes de fonctionnement. Moi, je vois chez mes grands-parents, il y a un berger qui loue la bergerie et les terres et en fait qui monte pas en montagne comme ça. Pourquoi ce choix-là? De transhumer en fait, c'est plutôt le contraire. C'est parce que pourquoi on descend? Nous, on aime beaucoup la montagne, quoi. Donc, on descend parce qu'on est obligé de descendre ce qui fait mauvais et qu'il y a la neige. Il a une idée? J'ai perdu la balance. On va avoir l'anecdote. Et ça, on en parlera après. Comment on fait? Vas-y, tu peux nous l'anecdote. Ça, c'était il y a 3 ans. J'étais partie, donc moi je pars quand on transhume d'une montagne à l'autre, je pars avec le troupeau des jeunes, en fait, des agnelles et les brebis taries, mais c'est beaucoup de jeunes brebis en fait qui sont jamais montées en estive. Et donc ils connaissent pas le chemin évidemment. Et là ce jour-là il faisait un jour de brume, mais une brume tapée qu'on n'y voyait pas à 2 mètres devant nous. Et j'étais avec un jeune apprenti qui montait pour la première fois aussi avec nous, donc il connaissait pas le chemin non plus, et un ami qui connaissait pas le chemin non plus, quoi. On était les trois. La fine équipe. Donc il y a un moment où on est sur le chemin classique des randonneurs, et à un moment il faut bifurquer, il faut quitter le chemin pour rejoindre en fait un autre chemin, quoi. Et donc là on était dans la brume, et en fait dans la brume on perd tout repère. C'est assez impressionnant, hein, quand même quand on connaît les lieux, c'est assez perturbant. Et là en fait on a bifurqué comme il fallait, à peu près à vue, et là on s'est dit, là on est au bon endroit, on tourne, il y avait bien un chemin blanc, enfin ça ressemblait. Et là, on s'est dit, c'est pas bizarre. Alors, on est monté un peu. Donc, à chaque fois, on pousse les brebis, on les monte. On s'est dit, mais non, c'est pas là. Donc, on redescendait. Après, on entendait les vaches derrière qui arrivaient derrière nous. Et ça, tout résonne et tout. Et puis, on a tourné pendant comme ça un moment. On les a montés, on les a descendus. Non, mais non, plus haut, mais non. Et d'un coup, ça s'est ouvert. La brume s'est ouverte et on a vu le pic juste à côté de nous. On dit, on n'est pas du tout au bon endroit. Donc, la galère. Là, on était vraiment, mais perdus, quoi. On était avec notre troupeau, là, en train de tourner en rond comme des grues, quoi. Je sais pas si vous connaissez ça, mais les grues, quand elles partent en Espagne et dans les pays chauds à l'automne, elles ont tendance pour pouvoir passer les Pyrénées, si y a mauvais temps, elles ont tendance à tourner en rond avant de trouver le bon moment pour passer. On était comme ça, on tournait en rond comme des grues. Et jusqu'à qu'on ait une petite éclaircie et qu'on arrive à passer, quoi. Heureusement. On s'est fait moquer un peu de nous, mais c'était cette année-là. Et une fois arrivé en haut, tu peux nous raconter votre journée type? Quand on arrive sur l'estivote, ouais, là où on est ici, à 1600 mètres. Alors on essaie d'être plus vraiment cadré tout le temps, pour que ça rentre tout dans la journée, on va dire. Donc le matin, on se lève, on prépare le lait en fait, comme on a trait le soir, on garde le lait du soir, on le met au frais.
On met on a un abreuvoir avec de l'eau de source qui est à 9 degrés. Donc, on met nos bidons de traite, de la traite dans l'eau et dans l'eau à 9 degrés. Et donc, le matin, on met le lait dans les chaudrons, on prépare. Pour faire le fromage. On se fait un petit café avant de démarrer. Et on attaque la traite. Donc, en général, Manu, avec un des 2 enfants, un des 2 grands, attaque la traite des brebis pour 3 heures à peu près. Et moi, j'attaque la traite des vaches. Alors moi, j'en ai pour à peu près 1 heure et donc je vais plus vite. Et après, je commence toute la fabrication du fromage. Je commence à laver la vaisselle, à préparer les fromages. Donc en général, la fabrication, ça nous prend toute la matinée. On est jusqu'à 12h30 à peu près à la fabrication. 12h30, 1 heure en début de saison. Et ensuite, on mange et on part aux brebis. On part regarder les brebis. Donc Manu, avec souvent les enfants, ils préfèrent aller sur le parcours des brebis de Manu, des laitières. Donc lui, il part avec les laitières. Et tout l'après-midi jusqu'à 7h, on est avec les brebis pour les guider, pour faire en sorte qu'elles ne se mélangent pas avec le troupeau du voisin. D'accord. Voilà. Pour les réveiller quand il fait trop chaud, parce que sinon elles ont tendance à faire la sieste toute l'après-midi. Et voilà, Elles n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le droit parce qu'il faut faire du lait, il faut qu'elles mangent et c'est le moment. Ah, ok. Ouais. Sinon, les brebis, elles feraient comme les animaux sauvages, elles mangeraient le matin à la fraîche et le soir à la fraîche. Quoi. C'est le plus naturel. Enfin, leur nature, c'est plutôt ça, quoi. Mais bon, nous, il faut qu'on les rentre dans le parc. Donc elles ont le droit de manger, on les envoie à peu près vers 11h et elles ont quand même du temps. Hein. De 11h jusqu'à 19h le soir, elles ont le temps de faire la sieste au milieu, mais elles ont le temps de tout faire. Et à 7h à peu près le soir, on laisse passer la grosse chaleur et on recommence à traire à peu près vers 7h, 7h30. D'accord. Et moi, la traite des brebis, elle dure combien de temps 3 heures. En début de saison, c'est 3 heures. À 2. Voilà. Après, petit à petit, ça se réduit, le temps de traite, et c'est matin et soir, donc ça prend un peu de temps. Ouais. Et moi, je fais le parcours avec les jeunes plutôt, parce qu'au départ, elles ne connaissent pas, donc il faut les habituer, les inciter à manger des endroits où elles iraient toujours plutôt plus simples, plus appétants. Et voilà, il faut aussi... notre travail aussi, c'est d'entretenir la montagne. Et, donc, on les incite à passer partout, quoi, en quelque sorte. Et après, le soir, moi, je sale les fromages de la veille. Pendant 4 jours, on sale les fromages et je les frotte. Il faut faire le travail d'affinage aussi. C'est pareil, on attend un peu que le soleil soit passé, qu'il fasse un peu plus frais. Et après, j'attends que le soleil tourne. Donc, c'est plutôt 8h, 8h30 le soir quand je commence à traire les vaches. Donc, voilà. En début de saison, juillet, on se met à table le soir à 22h30 à peu près. Ouais. Et vous commencez la journée à quelle heure ? Le réveil sonne à 6h. Donc, de grosses journées. Voilà. Et tu descends un peu dans la vallée de temps en temps ? Oui, alors le moins possible parce qu'on devient de plus en plus sauvage. En fait, plus on reste en haut, plus on devient sauvage. Mais, je descends 1 fois par semaine. Le rythme, c'est à peu près ça pour descendre du fromage aussi parce qu'on n'a pas la place de tout garder ici. Et voilà, faire la lessive, les courses, regarder le courrier, voilà. La routine, et on remonte. En général, on part après manger l'après-midi et on revient pour traire le soir. Voilà, le temps est un peu court. Mais voilà. Et ça m'amène à la question de l'auditeur, puisque je demande aux gens, je dis voilà, je viens voir Marion, qu'est-ce que vous aimeriez savoir et c'est Johanna qui te demande comment on peut reconnaître un fromage d'estive. Alors, le fromage d'estive, on a depuis, je pense que ça va faire 15 ans, qu'il y a une marque bien significative. C'est une empreinte qu'on met sur le fromage qui est en creux. Et c'est une montagne avec un Edelweiss au milieu. D'accord. Voilà. Et ça, ça ne trompe pas. Voilà, c'est un symbole. Là, vous êtes sûr d'avoir du fromage qui a été fait en estive. Tu le disais, plus on reste en haut, plus on devient sauvage. Les estives, ça a un impact sur la vie sociale. J'imagine que vous êtes globalement... on a mis 1 heure à monter pour vous rejoindre. Vous êtes globalement assez isolés. Oui. Après, on a un chemin de randonnée qui passe devant, donc voilà, on parle quand même à d'autres personnes. Oui, mais après, on a cette chance que nos enfants adorent cette vie-là aussi. Et après, ils ont quand même des activités quand même aussi en bas. Voilà, nous, on peut rester que juillet, août ici. On monte après les week-ends. De septembre, on monte rejoindre Manu en estive, mais on redescend pour l'école quand même. Ouais. Parce que pour qu'il soit scolarisé, vous devez redescendre en septembre avant les brebis et avant ton mari pour qu'ils aillent en cours. Oui, exactement. Ouais. Donc nous, on reste la semaine en bas et on remonte le week-end. Le vendredi soir, on remonte dès qu'on peut et on redescend le dimanche soir. Voilà.
au dernier moment. On profite au maxi, voilà, le mois de septembre aussi, il y a des belles journées. Et, mais voilà, c'est vrai que on a cette vie-là qui nous plaît beaucoup et voilà, on ne se sent pas non plus complètement à côté socialement. Enfin. C'est marrant parce que tes enfants, ils sont adolescents maintenant. Ouais. Et un ado classique, ça rêve pas d'être dans la montagne avec ses parents 12 heures dans la journée. On pensait pareil, on se disait voilà, qu'il y aurait un moment, il y aurait un clash et ils nous diraient ouais, c'est bon, hein, vos histoires là, ça va. Maintenant, moi, les copines, elles vont à la piscine ou ils font ci ou ça. Donc, nous aussi, on veut faire ça. Mais ouais, on y a cru à un moment, notre fille aînée qu'elle ne voudrait plus monter, mais non, au contraire, ils font, ouais, ils sont comme nous, ils trépignent à l'idée de monter et ouais, la fièvre de l'estive. Ouais. Et tu penses qu'un jour il y en a un qui reprendra votre travail ? Oui, après voilà, nous on se régale là-dedans, donc on force pas non plus, mais il y en a un qui est vraiment berger dans l'âme, on sent clairement quoi, hein, qui sait reconnaître très bien les brebis, qui adore ça, qui est passionné vraiment par tout le métier en général. Donc c'est sûr qu'il y en a un qui reprendra. Après on verra les deux autres peut-être aussi, hein, d'une manière différente. Et, voilà. On sent qu'il y a des intérêts différents autour du métier, quoi, on va dire. Ça serait une belle réussite pour vous qu'ils reprennent tout ce que vous avez fait ? Je sais pas, on se pose pas forcément des questions comme ça, parce que nous on est encore, pour nous on n'est pas forcément complètement installés non plus, on est toujours un peu dans les projets, dans l'envie de faire des choses, tout ça, donc on n'est pas encore dans l'idée qu'ils vont reprendre qui nous mettent de la révolution, mais c'est bon, on l'a fait tout seul encore, la révolution dans nos têtes là, voilà, dans les projets. Après c'est sûr, hein, enfin en tout cas déjà le premier plaisir qu'on a c'est ça, c'est la première récompense qu'on a, c'est qu'ils adorent être ici, pour nous c'est déjà c'est très beau ça quoi, déjà on est heureux de ça quoi, qu'ils apprécient cette vie et même si après ils iront faire autre chose, on sait qu'ils auront été forgés dans cette vie-là en montagne tout l'été. Le dernier, il est né en début avril, donc il est monté, il a tué 3 mois et ils ont connu que ça, quoi, les étés en montagne et voilà, cette vie-là. Mais ils ne sont pas dégoûtés, donc c'est très bien, même au contraire passionnés, donc ouais. On a réussi à transmettre une passion, Et je vais passer à la minute économie du podcast. Est-ce qu'un berger, particulièrement un berger qui monte en estive, ça gagne bien sa vie ? Berger transhumant, je sais pas, je veux pas dire qu'on gagne bien notre vie. Enfin voilà, ça nous va. On gagne à peu près 1 000 € chacun. C'est ce qu'on arrive à se rémunérer chacun tous les mois, mais ça nous va très bien. Avec 2 000 € pour la famille, je sais pas si c'est bien rémunéré. Après, c'est vrai que c'est un choix aussi. Nous, on aime tout ça, hein. Mais on pourrait se dire qu'on fait l'économie quand on transhume, qu'économiquement, c'est plus intéressant de transhumer puisqu'on dépense moins en alimentation et tout ça. Mais quand on compare des systèmes d'exploitation différents avec des brebis qui sont tout le temps dedans, en fait, ça vaut plus le coup de rester en bas dans des bâtiments et que les brebis aient tout le temps la même chose à manger. Voilà. Économiquement, ça serait plus intéressant. Si on regardait vraiment que les chiffres, on gagnerait mieux notre vie en restant en bas et en produisant du lait vraiment, de la quantité de lait. Nous, on est sur une logique où je pense qu'on fait la passion. Donc, c'est déjà la première chose, c'est on aime cette vie-là et on cherche un lait de très bonne qualité aussi. Et voilà, que les brebis soient la meilleure herbe tout le temps. Donc, on ne regarde pas forcément le côté économique, je crois. Il y a beaucoup de bergers des bergers transhumants comme vous, où c'est une profession qui se perd. Ça en est où ? Je pense que les montagnes sont quand même très vivantes. Dans les Pyrénées-Atlantiques, hein. Les Basques se sont mis de plus en plus à monter en estive, voir l'intérêt de tout ça. En Béarn, ça se garde pas mal, quoi, je pense. Et, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des générations où ils ont moins eu cette passion de monter en estive, qui préfèrent garder une vie sociale en bas, voilà, rester en famille en bas. Parce que, voilà, moi, j'ai aussi ça, j'aime cette vie, donc je suis montée aussi en estive, mais il y a souvent les bergers qui montent seuls, quoi, les familles qui montent de temps en temps, mais qui restent surtout en bas. Donc, je pense que ça tendance plutôt à tirer vers en bas, vers la vallée, que de motiver certains à monter en estive. Donc, il y en a qui prennent des bergers salariés ou voilà, qui ont organisé différemment. Qui demandent à d'autres bergers de garder le troupeau. Voilà, comme aussi, certains, comme vous comme faites. nous, ouais.
Et tu parlais de projets. C'est quoi vos prochains projets, vos grands objectifs? Là, c'était le premier des objectifs, c'était de justement de se donner du temps un peu quand on est en bas, de vivre un peu plus sereinement parce que les journées sont très remplies. Et, voilà, on a envie aussi de passer du temps avec nos enfants aussi, quoi, et qu'ils aient pas aussi cette impression qu'on est tout le temps dans le travail et que ça devienne quelque chose d'un peu écœurant pour eux. Parce que quand on compare aux autres, c'est toujours ils se disent bah ouais mais toi t'as jamais le temps de faire ceci ou comme ça. Donc on veut pas arriver à ça. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup investi dans ce domaine-là pour se donner Parce du que temps. qu'est-ce qui vous donne plus de travail en bas qu'en haut? C'est le fait de donner le fourrage et Voilà, l'alimentation le fourrage, aux brebis. ouais, voilà, exactement. Il faut donner 3 fois à manger. L'hiver, vraiment en plein hiver, il faut donner 3 fois à manger aux brebis dans la journée. Donc ça, même si on est équipé là, ça demande quand même du temps. Et après, au printemps, il faut les sortir, les rentrer, voilà. Et bon, la traite aussi, quoi. Voilà. On était à 2h30 de traite en bas en printemps, à 2 le matin et le soir, même avec une machine. Et donc là, on a investi dans une machine qui nous permet de traire un seul pendant 1 heure et quart. D'accord. Voilà. Et ou aussi, si on a quelqu'un qui est un salarié, un employé, il peut traire aussi à notre place, alors que c'était pas évident avant. Voilà. Des choses comme ça où on gagne un peu, on gagne du temps pour faire autre chose, quoi. Et ça, c'est bien, ouais. Et pour être remplacé, des fois, pour partir en vacances, peut-être? Tu me disais que vous aviez voulu bouger, là, ces derniers jours, vous n'aviez pas pu parce que personne ne pouvait vous remplacer. C'est un souci, ça, pour vous? Vous partez combien de temps en vacances? Par général, 1 fois par an et 4 jours. Quoi. Ce qu'on arrive à faire, c'est plutôt 4 jours. Donc, ça dépend suivant ce qu'on veut faire. Donc, là, quand on veut partir nous, on voulait partir fin août. Et donc là, c'est pour aller voir d'autres bergers, d'autres montagnes. Et donc, voilà, il faut partir à cette saison-là si on veut voir des bergers en haut. Souvent, c'est ce qu'on aime bien aussi faire. C'est vraiment une passion parce que vous partez en vacances et vous allez voir des collègues. On fait des vacances à thème, on va voir des vaches, d'autres montagnes, voilà. Et après, ça nous est arrivé de partir à la Toussaint. Donc là, c'est vrai que on est plus tranquille quand on part à la Toussaint. Il n'y a pas les brebis à traire, donc ça, c'est vraiment plus simple quand même qu'à cette saison-là. Donc on y arrive un peu plus facilement. Et dans l'hiver, maintenant qu'on a une machine, c'est vrai que qu'on est mieux équipé, on pourra plus facilement déléguer et partir un peu dans l'hiver, quoi, aussi. Ouais. D'accord. Bon, on vous remercie du sacrifice en tout cas parce que nous, on aime bien manger du bon fromage et partir en vacances. Mais c'est vrai que quand on est salarié, qu'on a ces 5 semaines de congé ou 7 ou 9 par an, on se rend pas forcément compte que il y en a pour qu'on mange bien, ils partent 4 jours dans l'année, quoi. On apprécie, ça c'est du concentré de vacances, on apprécie. Bon, après, on a l'été où on se plaint pas aussi, on est dans des bonnes conditions, ça va. C'est un peu tout le temps les vacances, comme ils disent les gens quand on part quand on transhume. C'est un peu tout le temps les vacances. Et je vais passer aux questions de fin maintenant pour clôturer cet épisode. La première, c'est qu'est-ce qui te rend vraiment fière d'être bergère transhumante? Le produit fini, ça c'est sûr. C'est-à-dire que on va jusqu'au bout de notre travail, on va jusqu'au fromage. Et ça, c'est la fierté, c'est ça quand même, c'est d'avoir des fromages faits en estive, haute montagne, dont on peut parler. C'est d'avoir ce produit-là qu'on peut amener jusque chez les crémiers ou les petits salons que je fais également, où on peut parler directement avec les gens qui dégustent notre fromage, qui en parlent, qui disent ce qu'ils retrouvent dans le fromage. C'est ces échanges-là qui nous rendent fiers du métier. Je pense que ça, peut-être qu'on s'en rend pas assez compte parce qu'on est tellement passionnés qu'on se rend peut-être pas assez compte du travail qu'on fait, qu'on fournit, et que c'est normalement pour créer aussi du plaisir, parce que le fromage aussi, c'est tout ce qui est alimentation, c'est le plaisir aussi, quoi. Je pense que la plus belle fierté, c'est ça, les savoir voir les fromages et les amener au bout jusqu'à celui qui le déguste. Super. Ma seconde question, c'est est-ce que tu pourrais nous donner un truc qui nous permettrait d'étaler notre science au prochain repas entre amis? On se rend compte aussi que ça c'est très marrant, c'est la différence entre les chèvres et les brebis. Comment on les différencie du coup? La brebis est plus belle, ça c'est sûr. Non, la brebis, souvent c'est variable, quoi. Elles ont des cornes, elles n'ont pas de cornes, elles ont plutôt un museau fin, elles ont de la laine, alors que la chèvre a plutôt du poil. Ça c'est vraiment une différence bien marquante. Les chèvres sont souvent plus grandes aussi que la brebis.
Ouais. Et maintenant, elles ont de moins en moins de cornes dans les élevages, mais souvent elles ont des belles cornes longues. Voilà. Et les brebis, alors nous, on a en plus une race de brebis, c'est la basco-bernaise, qui ont des cornes, ce qui est assez rare, et des belles cornes en fait, qui tournent un peu. Et, Tout est fait pour nous embrouiller au ouais, final. ça embrouille, mais voilà. Manu fait toujours la blague, surtout il fait souvent ça, la blague aux chevriers. Il leur dit en fait, le bon Dieu a créé la brebis, le mouton, il a créé la brebis, voilà. Et en fait le diable était jaloux et il a créé la chèvre. Et ma dernière question, c'est où c'est qu'on peut te contacter si on a une question, ou où c'est qu'on peut trouver tes fromages? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur le site de la ferme, hein, fromageduberger.com ou sur Facebook. Vous me tapez Ferme Aucinerie, en général, voilà, on me trouve assez facilement. Donc, voilà, souvent c'est le plus simple. Et après, comme ça, je vous indiquerai, il y a toutes les petites crèmeries qu'il y a en France où on peut nous trouver, ou sur les salons aussi. Je vais des fois sur les salons et on peut venir nous rencontrer. C'est l'occasion. Ok. Voilà. Et après, je viens pas loin, je viens à Rambouillet, la berge nationale de Rambouillet, en novembre et en mai. Donc, Ça marche, super. Bon, ben merci beaucoup, Marion. D'une part, grâce à toi, j'ai fait un peu de sport parce que j'ai monté 1 heure pour venir et je vais redescendre. Et puis, pour tout ce que tu nous as appris, c'était super intéressant. Oh, merci. Merci à vous. Ouais. Merci à toi, Louise. Et puis, voilà, j'espère que tout le monde viendra aussi à notre rencontre et voilà, discuter. Merci. À bientôt. Au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.